merci à lui d'être là. Merci à Denis de nous parler de la conquête de l'espace maritime avec la France qui est très bien placée avec tous les espaces maritimes dont elle dispose partout dans le monde. Voilà, je vous laisse la parole. Ben, merci Pascal. Alors, je profite pour dire bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du cycle Homme et Espace du centre A32, moi je voulais vous parler de la conquête par l'homme de l'espace maritime, c'est-à-dire l'exploitation industrielle des océans. Je vous emmène voyager dans de grands espaces et respirer le parfum du grand large. Alors, je vous propose de suivre le plan suivant. En introduction, quelques généralités sur l'homme et la mer. Ensuite, je voudrais brosser l'historique de l'industrie dite offshore. Cette historique est d'ailleurs très peu connue des Français. Pourtant, ils en ont marqué l'histoire. Ensuite, je décrirai les connaissances sur la mer acquises à ce jour, ainsi que les technologies développées qui sont disponibles pour la suite. Enfin, pour répondre aux nouveaux défis de notre siècle, j'aborderai la question de la transition énergétique et ce qu'on appelle la croissance bleue. Comme Pascal l'a indiqué, la France a 12 millions, plus de 12 millions de kilomètres carrés de zones maritimes dans lesquelles elle peut exercer ses droits d'exploitation. Et je crois qu'on est la deuxième puissance maritime au monde. Donc, on a un grand espace pour terrain de jeu. Alors, je passe au premier point. Alors, on peut classer les activités marines de la façon suivante. Le transport des biens et des personnes. L'homme a été sur la mer depuis toujours. La voile et la rame est aussi ancienne que la poterie. Souvenez-vous aussi des civilisations d'Antiquité dans toute la Méditerranée. Bon, la pêche, c'est aussi très ancien. La plaisance, c'est relativement moderne. Et l'exploitation des richesses de la mer, c'est assez récent, c'est environ depuis 1960. Il faut mettre ça en parallèle avec la conquête spatiale qui a commencé à peu près en même temps. Alors, au point de vue industriel, on distingue plusieurs secteurs. Celui de la construction navale, celui des industries nautiques, et puis l'industrie dite offshore, c'est-à-dire en mer. Alors, cette industrie s'est développée principalement sur l'exploitation des hydrocarbures en mer. Donc, je voulais aborder rapidement l'historique de cette industrie. Alors, c'est un monde effectivement de marins, de géologues et d'ingénieurs. Il faut savoir que 30% des hydrocarbures produits sont produits en mer et 30% des réserves sont aussi en mer. Et pour l'avenir, je ne pense pas que ce ratio va beaucoup changer. Alors, maintenant, évidemment, on souhaite passer à autre chose.
Alors, il y a aussi un petit côté aventurier, un côté, disons, chercheur d'or. Et c'est cet historique que je vais rappeler. Alors, on peut distinguer 4 phases dans cette industrie offshore. La première phase, c'est l'offshore classique. En fait, on a fait en mer sur des supports fixes exactement les mêmes pratiques qu'on avait à terre. Ensuite, il y a eu l'épopée de la mer du Nord, où les conditions de mer très difficiles ont exigé d'autres solutions. Ensuite, il y a eu la conquête des grands fonds. Alors là, tous les supports de production sont flottants. Et puis dans le futur, on tend à mettre le plus de systèmes possible au fond de la mer et supprimer donc les, les supports flottants. Donc un mot sur l'offshore classique. Donc ça convient aux mers calmes. Ça s'est développé de façon importante du golfe Persique, mais aussi le golfe de Guinée, et puis le sud-est asiatique. Alors, le forage se fait principalement avec des plateformes auto-élévatrices. Alors, je vous en ai montré une. Donc, l'appareil de forage, je ne sais pas si le pointeur, ça marche. Ça marche le pointeur, là? Je mets une petite flèche Oui, sur ça l'appareil. marche. Oui, ça marche. Ça marche, bon, alors c'est une bonne chose. Le forage. Donc, l'appareil de forage est posé sur une plateforme qui repose sur le fond de la mer par des jambes. Donc, vous voyez les jambes à côté. Alors, pour déplacer cette plateforme, on descend le pont jusqu'au niveau de la mer, jusqu'à qu'il flotte. Ensuite, on relève les jambes et on remorque l'ensemble vers un nouvel emplacement. Il n'y a plus qu'à redescendre les jambes jusqu'au fond de la mer pour commencer un nouveau forage. Alors, ensuite, la deuxième caractéristique, c'est les têtes de puits, c'est-à-dire c'est l'organe de sécurité qui est entre la partie puits qui atteint la couche et puis le reste du système de production. Donc là, les têtes de puits, elles sont posées sur les plateformes, elles sont donc aériennes. Alors, la production se fait sur des plateformes supportées par des treillis métalliques qui sont fixés au sol par des pieux. Bon, l'export du pétrole se fait par des oléoducs jusqu'à un site à terre. Alors, voilà un exemple de plateforme de production. Donc, celle-ci est située dans le golfe Persique, au large d'Abu Dhabi. Alors, dans cette architecture-là, les quartiers d'habitation, les salles de contrôle sont sur des supports séparés de la plateforme de production, et ça pour des raisons de sécurité. Alors, je vais aussi parler de la mer du Nord. Donc, c'est la conséquence du premier choc pétrolier en 1973. L'Europe va rechercher une alternative au pétrole du Moyen-Orient. Et puis, d'autre part, le prix du brut qui est monté, elle permet de s'adresser aux sites difficiles. Alors, en mer du Nord, la vague centenaire, c'est-à-dire la vague qui rentre en compte dans le design des ouvrages, la vague centenaire est de 32 mètres, ce qui est vraiment considérable. Donc, les installations de forage et de production sont regroupées sur des plateformes
de grande taille. Ces plateformes peuvent être des treillis en acier et avec des piles, ou alors par des plateformes dites gravitaires en béton. Donc, c'est des plateformes qui reposent sur le fond de la mer et qui ont été remorquées avant. Bon, l'export du brut se fait encore par oléoduc. Alors, pour forer les puits d'exploration, on utilise une plateforme flottante qu'on appelle semi-submersible. Pourquoi ça? C'est parce que la fonction flotteur est une vingtaine de mètres sous la surface de la mer, parce que les efforts de houle sont bien moindres à cette profondeur-là qu'au niveau de la surface. Donc voilà l'image d'une plateforme de forage semi-submersible. Là, je montre une plateforme de production. Donc là, on a regroupé toutes les fonctions de procédé et puis les fonctions de forage et aussi les fonctions de quartier d'habitation. Comme les supports sont très chers, effectivement, on a intérêt à regrouper sur un nombre minimal d'ouvrages les installations. Alors, cette plateforme est un peu originale parce que elle est en béton précontraint. Alors, vous savez que le béton précontraint, c'est une spécialité française puisque ça a été inventé par un ingénieur Fraissinet. Et les anglo-saxons ne connaissent pas très bien. Alors, comment elle est fabriquée, cette plateforme? En fait, elle est fabriquée dans un fjord. Au fur et à mesure que les murs montent par coffrage glissant, la structure est ballastée et s'enfonce petit à petit dans le fjord. À la fin, on la ballaste encore et elle reçoit le pont complet. Le pont est amené sur 2 barges de chaque côté de la plateforme et on vient coiffer la plateforme béton par le pont. Après, il n'y a plus qu'à remorquer jusqu'au site final où elle va être installée par ballastage et elle pourra rapidement démarrer l'exploitation. Alors, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Les ingénieurs français ont été très réactifs et inventifs. C'est vrai qu'ils avaient l'appui des pouvoirs publics en France et puis aussi ils bénéficiaient de l'activisme des compagnies pétrolières françaises comme F et Total dans une moindre mesure. Là, j'ai mis la liste. Alors, donc, on jouait sur le terrain un peu réservé des Britanniques, des Scandinaves, des Allemands. Et on a effectivement des sociétés dans tous les secteurs, sociétés françaises, qui ont proposé leur production. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez, si je ne vais peut-être pas en donner la lecture, si... Alors maintenant, on va parler de la conquête des grands fonds. Alors, la tranche de profondeur d'eau, c'est de 200 à 2000 mètres. Alors, on s'est intéressé d'abord à l'Afrique de l'Ouest, le sud-est asiatique, le Brésil, le golfe du Mexique, l'Australie. Puis après, ça s'est généralisé. Alors, pourquoi on a été dans les grands fonds? C'est parce que les perspectives de taille de gisements, on espérait des gisements de grande taille. Et vous savez, c'est comme la chasse sous-marine. Hein. Plus le poisson est grand, plus il est facile à tirer. Hein. Donc, c'est pareil. C'est plus facile de repérer des grands gisements que des petits. Et ensuite, de les mettre en exploitation aussi. Alors, le forage, cette fois-ci, il est fait par un engin flottant en positionnement dynamique.
Alors, je vais peut-être montrer. Voilà, donc voilà un bateau de forage. Ce qu'on appelle le positionnement dynamique, c'est que les hélices du bateau sont activées automatiquement en fonction des informations de position données par des capteurs au fond de la mer. Donc, on arrive à rester à la verticale d'un point fixe, ce qui permet le forage. Alors, ensuite de ça, les têtes de puits, cette fois-ci, sont sous-marines et reposent sur le fond de la mer. Et les barges de production sont flottantes, bien entendu. Et il y a des stockages de produits qui sont intégrés à la coque. Et l'exportation se fait par des bouées de chargement. Ou alors, elle se fait à couple aussi. Toutes les interventions sous-marines se font donc avec des robots et non plus avec des plongeurs. Alors, donc voilà l'exemple d'une barge de production et de stockage. Donc, ce sont des navires genre pétroliers de très grande taille, donc on appelle ça des VLCC, qui reçoivent sur leur pont supérieur les modules de traitement du brut ou d'injection d'eau. Ensuite, ce brut est stabilisé et stocké dans les cuves de la coque. Alors là, c'est un peu un plat de nouilles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lignes d'ancrage et beaucoup de réseaux de tuyauterie qui relient le bateau soit à des puits sous-marins, soit à des puits sur des plateformes flottantes, j'en parlerai après, soit à des bouées d'exportation. Et tout ça, bien sûr, il y a tout un tas de lignes d'ancrage entre les différents ouvrages, pour les différents ouvrages. Alors, aussi pour le gaz, on fait maintenant la liquéfaction du gaz naturel sur ces bateaux. Alors là, c'est vraiment une usine à gaz, c'est au sens propre du terme. Donc le gaz naturel est produit, ensuite il est traité, purifié, on le refroidit jusqu'à devenir liquide, donc ensuite on le stocke dans des stockages cryogéniques à moins 173 degrés C, qui est la température de liquéfaction du méthane à la pression atmosphérique. Je vais donner quelques chiffres. Donc, il y a les 4 plateformes de production que je vous ai montrées sont indiquées. Donc, la première, elle est à Abu Dhabi et ça représente l'offshore dit classique. L'autre, c'est la plateforme béton qui était en Écosse. La troisième, c'est le FPSO, donc la plateforme de production et de stockage d'huile qui est au large de l'Angola. Et puis la dernière plateforme que je vous ai montrée, ça s'appelle le projet Prélude et c'est une barge de liquéfaction de gaz naturel. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. À titre de comparaison, je vous ai mis que la Tour Eiffel pèse 6000 tonnes. Donc, quand vous avez 80 000 tonnes de topside, ce qu'on appelle le topside en bon français, c'est la partie supérieure, c'est-à-dire le pont et tous les équipements pétroliers qui s'y trouvent. Donc 80 000 tonnes, ça fait 12 ou 13 tours Eiffel. Ensuite, la dimension du bateau, c'est, là je vois 488 mètres. Alors 488 mètres, si vous voulez, que c'est la largeur de la Garonne. Donc, je vous ai mis qu'un terrain de football, ça fait 105 mètres de long, donc 488 mètres, ça fait
5 ou 6, non, 4 ou 5 terrains de football mis bout à bout. Donc, c'est vraiment, disons, le monstrueux. Alors, là, je vous montre aussi la façon dont on ancre ces bateaux sur ce qu'on appelle des tourets. On a intérêt à ce que le bateau tourne en fonction des efforts des éléments, c'est-à-dire qu'ils se mettent automatiquement face au vent ou face au courant de façon à offrir une moindre résistance aux éléments. Alors là, à droite, vous avez un touret déconnectable, c'est-à-dire que l'ensemble des collectes de production ou d'injection d'eau et l'ensemble des lignes d'ancrage sont fixées sur une bouée que l'on peut ballaster ou déballaster pour connecter ou déconnecter le bateau. Alors, il y a aussi d'autres plateformes qui existent, qui se sont développées, parce qu'on recherchait à avoir le moins de pilonnement possible. Le pilonnement, c'est le mouvement vertical quand la vague passe. Si vous avez une vague de 15 mètres, il ne faut pas que la plateforme, comme un bouchon, monte et descende de 15 mètres parce que les liaisons avec le fond de la mer vont être très pénalisées. Donc, il y a des plateformes dites qu'on appelle SPAR. Moi, j'appelle ça des plateformes crayons, c'est-à-dire qu'il y a un long cylindre qui fait plus d'une centaine de mètres, qui est sous la plateforme de production. Et c'est comme un piquet dans l'eau, ça monte et descend beaucoup moins que la vague. À droite, vous avez des plateformes à ancrage tendu. Bon, en bon anglais, ça s'appelle tension leg platform. Et donc là, les ancrages sont verticaux et on force la plateforme à être sous la mer. Et ce système permet à éviter justement pratiquement le pilonnement de la plateforme. Donc, quand la vague passe, la plateforme va et vient, mais en restant à la même distance du fond de la mer. Alors, pour le futur, donc, on va vers plus de systèmes mis au fond de la mer. Alors, il y a l'équipement de base, c'est une tête de puits sous-marine, donc ce que vous avez à gauche. Vous avez ici tout un tas de vannes de sécurité ou de façon à éviter tout problème de marée noire. Alors à droite, vous avez des robots d'intervention. Donc, les robots d'intervention sont des sortes de drones océaniques. Ils sont filoguidés et on appelle ça des Remote Operated Vehicles. C'est en bon anglais. Alors, donc, ces espèces de drones, c'est avec eux qu'on intervient sur les systèmes au fond de la mer. Je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic, mais c'est ce genre d'engin qui est utilisé pour visiter les cabines du Titanic. Et aussi, c'est ce genre d'engin qui a permis de remonter à la surface tout un tas d'équipements du Titanic. Alors, voilà ce que pourrait donner l'exploitation sous-marine. Alors, vous avez beaucoup de systèmes de vannes de sectionnement de façon à éviter tout risque de pollution en cas de problème sur un des systèmes. Alors,
j'en viens aux technologies développées et puis ce qu'on a acquis comme connaissance. Alors, la première chose qui s'est énormément développée, c'est dans le domaine de l'océanographie. Donc, les données, ce qu'on appelle les données météo-océaniques, houle, vent, courant, statistiques, donc sont maintenant connues et vérifiées sur un certain nombre de sites. Ensuite, les sols, donc avec des sonars, on connaît bien la bathymétrie, c'est-à-dire le relief du sol marin, et puis sa constitution, savoir si c'est de la vase, si c'est du sable, si c'est du rocher, sur un certain nombre de mètres, de façon à pouvoir dimensionner les ancres ou les pieux qui sont utilisés pour l'amarrage. On a aussi pas mal de données sur la tranche d'eau entre le fond de la mer et la surface, donc des données sur le courant, sur la température, sur la salinité, sur les particules en suspension et bien d'autres choses. Bon, maintenant, grâce aux satellites, il est possible d'avoir un positionnement au mètre près des ouvrages. Alors, au point de vue géophysique, de façon étonnante, donc la géophysique nous permet de connaître les terrains en profondeur et en particulier de repérer les réservoirs possibles. La plupart des bassins sédimentaires du plateau continental ont été reconnus. Les opérations de sismique en mer sont beaucoup plus faciles qu'à terre. Là, par exemple, vous avez un bateau de géophysique qui traîne 5 lignes, chacune comportant des dizaines et des dizaines d'hydrophones. Et on enregistre avec ces hydrophones la réponse acoustique, c'est-à-dire les échos de bruits de canon qui se reflètent sur les couches géologiques. Alors, aussi, la profession dispose de moyens de levage. Donc, à gauche, vous avez une grue portuaire. Donc, ça, la capacité fait à peu près 3000 tonnes. À droite, vous avez une grue dite offshore. Alors, les capacités de levage sont vraiment hors normes, puisque chacune des 2 grues de cette plateforme peut soulever 7000 tonnes. Donc, imaginez une tour Eiffel dans chaque grue. Alors aussi, il y a des plateformes de transport. Donc, souvent, les appareils de forage ou les autres plateformes sont faites en Asie, donc en Corée principalement. Et quand on veut les utiliser à l'autre bout du monde, et il est plus rentable de les transporter sur des bateaux. Donc, les bateaux sont des bateaux submersibles, c'est-à-dire une fois qu'ils sont arrivés, on les coule, on laissant quand même des petites choses en surface, et puis ce qui est transporté flotte et devient autonome du bateau. Alors, à droite, vous avez un navire de pose de canalisation. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle la pose en J. Donc, le pipeline est descendu verticalement et il repose au fond de la mer, donc plus ou moins horizontalement. Et le bateau avance
et rajoute des tronçons de canalisation, et on descend l'ensemble et voilà, on se redéplace, etc. Il existe un autre système pour poser les canalisations, qui est ce qu'on appelle la pose en S, c'est-à-dire que là, on assemble horizontalement la canalisation, on fait les soudures donc sur une barge très longue, et puis la barge avance et le pipe prend la forme d'un S et repose donc petit à petit sur le fond de la mer. Je ne sais pas si mes explications sont très, très claires. Alors, bien sûr, il y a d'autres navires spécialisés, en particulier les câbliers pour les câbles et puis aussi les fibres optiques. Alors, le monde se dirige maintenant par le biais de la transition énergétique vers ce qu'on appelle la croissance bleue. Alors, ce qu'on appelle la croissance bleue, donc vous avez vu que c'est important pour les Français, et il y a un certain nombre de développements potentiels qui ont lieu actuellement. Alors, je les ai classés de la façon suivante. L'aquaculture et les biotechnologies, le tourisme de croisière qui effectivement occupe à plein temps le chantier naval, chantier de l'Atlantique en France. Ils font ces grands bateaux de croisière et la demande est très, très importante, enfin, sauf en 2020, mais en espérant que on arrive à une autre époque bientôt. Alors, il y a aussi des richesses minérales qui tapissent le fond de la mer. Bon, il y a les nodules, ce qu'on appelle les nodules polymétalliques ou polysulfurés. Vous avez aussi des hydrates. Alors, les deux derniers points, je vais les développer un peu parce que c'est au centre de la transition énergétique. La première chose, c'est la séquestration du carbone. Et la deuxième chose, c'est les énergies marines renouvelables. Alors, donc la mer est un puissant puits à carbone. Alors d'abord par dissolution naturelle du gaz carbonique dans l'eau, mais aussi par absorption par le phytoplancton, par le phénomène de la photosynthèse. Aussi, les mangroves, les marais salants, les herbiers, tout ça, les algues, peuvent fixer du gaz carbonique. Bon, pour les organismes vivants, on appelle ça la biocatalyse, c'est-à-dire que dans les cellules, les enzymes jouent un rôle de catalyseur dans les processus biochimiques. Et parmi ces processus chimiques, certains consistent à fixer le gaz carbonique sur des organismes vivants. Alors j'en viens à une autre possibilité pour le CO2, c'est le stockage géologique. Alors dans le sous-sol, alors soit dans des aquifères, donc qui sont poreux, soit dans des champs de gaz ou de pétrole qui ont été déjà produits, donc on dit qu'ils sont déplétés. Alors, l'injection de CO2 est assez connue de la profession parce que le CO2 en état supercritique, je vous dirai ce que ça veut dire, c'est un solvant et c'est pratiqué pour être mélangé avec l'huile des pores du réservoir pétrolier et lessiver mieux ces pores et augmenter donc la récupération
du pétrole. Alors, c'est du CO2 qui tourne en rond, c'est-à-dire qu'on l'injecte et puis on le récupère avec l'huile et on le réinjecte. Alors, l'état supercritique, c'est le 4e état de la matière. On ne sait pas trop si c'est du gaz ou du liquide. Et c'est une caractéristique originale du CO2, c'est qu'en pression, il est dans cet état-là. Il y a une autre caractéristique étonnante du CO2, c'est qu'il se sublime, c'est-à-dire qu'il peut passer directement de l'état gazeux à l'état solide. Donc, c'est la neige carbonique. Alors, pour les projets de captage qui sont en cours de développement, là, c'est un processus un peu différent. On capte, c'est-à-dire on sépare le CO2 produit dans des centrales au charbon, par exemple, on le transporte et on le réinjecte dans les couches de façon à diminuer la production de carbone. Alors, les pouvoirs publics, bien entendu, sont très attentifs à tout ça. Alors, malheureusement, au niveau européen, en 2010, il y avait un assez grand nombre de projets dans ce domaine. Je me souviens de 6 projets, en tout cas, un en Écosse, un aux Pays-Bas, un en Italie, en France, à Lac. Mais ce qui a été dommage, c'est qu'en Europe, il y a un prix du carbone. Et ce prix du carbone est passé de 25 € la tonne à 7 ou 8 € la tonne en quelques années. Et donc, ça a ruiné les projets. Et à ma connaissance, tous ont été stoppés. Bon, alors maintenant, de nouveau, les gens s'y intéressent. Et c'est un peu stratégique, si vous voulez, parce que, qu'on le veuille ou non, il y aura encore des hydrocarbures qui seront produits et la façon à ce qu'il n'y ait pas d'empreinte carbone, c'est de réinjecter le CO2 qui est produit par ces hydrocarbures lors de leur combustion. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la demande, l'offre de pétrole, elle suit la demande de pétrole. Et la demande de pétrole, elle est la conséquence de nos habitudes de consommation. Alors évidemment, nos habitudes ne changent pas bien vite, si vous voulez. C'est pour ça que on aime se chauffer en hiver, on a accro à notre voiture. Et donc tout ça, ça pèse sur la consommation. Et donc on s'aperçoit que, par exemple, la production de pétrole au niveau de la planète continue d'augmenter. Alors, il y a la crise de la pandémie qui va peut-être, en tout cas pour quelque temps, inverser ça. Et alors, pour le gaz naturel, alors lui, par contre, il se développe énormément, en particulier le gaz naturel liquéfié, parce que hors d'Europe, c'est-à-dire en Asie, en Amérique, etc., le gaz remplace le charbon pour la génération électrique, il remplace le diesel pour les camions, il remplace le fioul lourd sur les bateaux, et c'est disons, dans la transition énergétique telle que le voient les Asiatiques, c'est au centre de la transition. Donc, je viens au dernier point, les énergies marines renouvelables. Alors, Victor Hugo nous avait déjà dit, réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et au reflux, au va-et-vient des marées,
L'océan est une immense force perdue. Alors, je vais décrire quelques-uns des possibilités d'énergie marine. Alors, d'abord, les éoliennes. Alors, ça, c'est pas du rêve, c'est vraiment très concret et l'Europe y croit beaucoup. Il y a aussi les hydroliennes, c'est un peu l'équivalent des moulins à eau d'autrefois. Aussi, il y a les énergies liées à la houle et les énergies liées à la marée. Alors aussi, nous avons des énergies marines, disons, continues, de production continue. Donc, il y a l'énergie thermique des mers, donc à base de pompes à chaleur. L'énergie osmotique, vous me direz, c'est bizarre ça, je vais essayer de vous en parler. Il y a aussi des industriels qui veulent faire des fermes solaires flottantes, mais là, ils cumulent beaucoup d'handicaps par rapport à ce qui est à terre, parce que l'océan, c'est très corrosif, et puis d'autre part, il y a les vagues, donc ça fait des problèmes de fatigue, des articulations. Enfin bon, il y a des gens qui se lancent là-dedans. Alors, revenons aux éoliennes. Les éoliennes en mer ont deux avantages. Le premier, c'est que comme on ne les voit pas et on ne les entend pas, les voisins ne râlent pas. Donc, c'est ce que j'appelle l'acceptabilité sociale. Mais l'avantage le plus important, c'est le rendement. En mer, il y a plus de vent qu'à terre et on pense qu'on peut atteindre des temps de service de l'ordre de 40% du temps où l'éolienne est en fonctionnement, alors qu'à terre, c'est 20-25%. Alors, c'est déjà une réalité bien concrète en mer du Nord et en mer Baltique. Donc, vous avez les Britanniques, les Danois, les Allemands ont déjà des fermes d'éoliennes en mer. Et nous, en France, on va en avoir bientôt. Mais le processus administratif français est très long, et ce qui fait qu'on n'en a toujours pas d'installé. Alors l'Europe a une grande ambition dans ce domaine et elle vise une capacité de 70 gigawatts en 2030. Je crois même qu'elle a révisé ses objectifs à la hausse. Alors en gros, une tranche centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc c'est l'équivalent de 70 centrales nucléaires. Alors, ce qui est plus porteur, c'est que c'est l'association d'une éolienne avec la production d'hydrogène. Bon, les hydroliennes, donc on l'a vu, c'est une énergie intermittente. Mais alors, on peut utiliser l'électricité produite par l'éolienne pour fabriquer de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, lequel hydrogène est stocké sous forme liquide à basse température et on l'utilise après comme combustible en fonction des besoins. Alors évidemment, tout ça n'est pas encore, n'est pas rentable pour le moment, mais avec le développement, on pense pouvoir rendre économique ce genre de solution. Alors, les éoliennes peuvent être posées sur le fond ou bien alors sur des supports flottants, les mêmes, ou disons le même genre que celles qu'on a vues tout à l'heure. Bien entendu, ça dépend de la profondeur d'eau et des conditions de mer et de l'éloignement à la côte. Alors, donc je pense maintenant à des solutions qui sont pour le futur, peut-être pour le futur, si on arrive à qualifier les systèmes. Donc là, vous avez
une hydrolienne. Alors, il faut savoir qu'il faut quand même un courant d'une certaine force pour que ça soit rentable. Donc, on parle de courant de 5 nœuds, donc 2,5 mètres par seconde. Alors, il y a un certain nombre de concepts qui sont en concurrence. Alors, vous savez qu'au pied du pont de Pierre, vous aviez un centre d'essai des hydroliennes. Et donc, un certain nombre de ces hydroliennes ont été essayées. Bon, malheureusement, il n'y a plus de candidats maintenant. On va tester ailleurs, dans d'autres conditions, conditions avec de l'eau salée. Et donc, le site, pour le moment, n'est pas utilisé. Alors, ce qu'on appelle le houlow moteur, alors ça a un avantage, c'est que sur les éoliennes, par exemple, c'est que les vagues sont plus importantes en hiver qu'en été. Et puis, plus on va vers le nord, plus les vagues sont importantes. Alors, au contraire donc c'est favorable pour la consommation, si vous voulez, parce qu'au contraire de l'énergie solaire, qui est disponible en grande quantité quand on n'a pas besoin, c'est-à-dire quand il fait soleil et jour, et qui n'est pas disponible quand on en a besoin, c'est-à-dire quand il fait froid ou quand il fait nuit. Là, c'est un peu le contraire, disons, ça permet de mieux équilibrer l'offre et la demande d'électricité. Alors, bien entendu, chacun y va de sa conception pour le procédé de houle. Là, je vous ai montré ce qu'on appelle un oscillateur, donc avec les vagues, le panneau va et vient, et la pression d'huile dans un cylindre augmente, et ensuite on peut mettre une turbine pour que cette pression se transforme en électricité. Donc il y a des projets, un certain nombre de projets. Là, c'est en Danemark, c'est un stade semi-industriel déjà. Bon, alors les surfeurs vous parleront de l'énergie des vagues qu'ils utilisent pour leur sport. Alors, marémoteur, donc, alors en France, on a installé dans les années 60 l'usine marémotrice de la Rance, qui est de très grande capacité, et donc qui fonctionne à marée montante dans un sens, à marée descendante dans l'autre, c'est-à-dire que le courant d'eau est transformé par une turbine en électricité. Alors, ça n'a pas trop la cote parce qu'il y a des phénomènes d'envasement. Et alors, maintenant, pour le marémoteur, on s'oriente plutôt vers ce qu'on appelle un artol artificiel. C'est-à-dire qu'il y a un récipient, alors de façon cylindrique parce que c'est le moins cher, qui se remplit à marée haute. Et puis, quand la mer se retire, on ouvre les vannes à la base de l'atoll et le courant d'eau est aussi transformé en électricité par le biais de turbines. Alors là, je passe aux émers à production continue. Alors, l'énergie thermique des mers, il y a un pilote à La Réunion depuis 2011. Alors, vous savez que c'est une vieille histoire parce que d'abord, Jules Verne en parle il y a plus d'un siècle. Et puis, l'ingénieur français Georges Claude, le même qui a fondé la société Air Liquide, avait fait un démonstrateur dans les années 30, 1930. La température au fond des mers sur tout le globe est à peu près constante, elle est de 4 degrés. En surface, surtout si vous êtes sous les tropiques, la température de l'eau de mer est plutôt de 25 degrés. Donc, avec ce différentiel de température, on fait
on fait grâce à un cycle de Rankine. Donc, c'est le même cycle que celui de votre réfrigérateur, sauf que votre réfrigérateur, on lui fournit l'électricité et puis il fait du froid, enfin, la frigorie. Là, dans ce cas particulier, c'est différent. On fournit de l'énergie thermique et ça fait de l'électricité. Mais c'est le même système avec condenseur, un compresseur et un évaporateur. Là, c'est un exemple de ce qu'on appelle le cycle fermé. Alors, donc, il existe une installation qui fonctionne à Hawaï. Alors, évidemment, ça a été la grande mode quand le pétrole était à 100 $ le baril, mais après, la mode a disparu quand le pétrole s'est retrouvé à des prix très inférieurs. Bon, maintenant, je pense que les gens s'y intéressent à nouveau, malgré le contexte de prix bas. Alors, je pensais que j'avais... Ah oui, c'est ça. L'autre procédé de production d'énergie marine continue, c'est ce qu'on appelle l'énergie osmotique. Donc, il y a un pilote semi-industriel en Norvège. Il y a aussi un pilote aux Pays-Bas. Alors, on sépare par une membrane très fine l'eau douce provenant des estuaires, de l'eau de mer, et l'eau douce a tendance à passer à travers la membrane et aller dans le compartiment de l'eau salée, dont la pression augmente. Et avec cette pression, on peut soutirer un courant d'eau qui, comme d'habitude, alimente une turbine. On a dit qu'on serait peut-être coupé, on nous l'avait dit tout à l'heure. On est coupé, oui. Ah. Donc, il faut se déconnecter, se reconnecter. Ça veut dire qu'il faut tout arrêter? Ben, si j'ai bien compris tout à l'heure, est-ce que tout le monde a compris la même chose? Oui, mais alors se déconnecter, ça veut dire… On quitte la réunion et on revient? Exactement. Non, mais là, ça marche. Là, ça marche, non? Là, Non, c'est on n'a pas parfait. Denis. Hein. C'est Denis qu'on n'a pas. C'est Denis qu'on n'a pas, c'est tout. Oui. On peut converser entre nous, on n'a pas petite Denis. image, vous cliquez sur Denis, et là, j'aperçois Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour, Pierre. Non, mais le Là, problème, Didier. ça serait pas mal de récupérer Denis quand même. Et voici Claude, Christine, Claude. Ouais, Est-ce que Je c'est vous vois plein écran, 80. mais moi, nous, on n'est pas capable de faire la conférence. Il y a écrit quitter en bas. Oui, il faut On quitte et on revient? Voilà, quitter la réunion. Allez, on quitte et on revient. Moi, je reste. Hein. Je reste aussi. Il n'en reste qu'un. Mais oui, mais C'est ce qu'on nous a demandé de faire, oui, c'est vrai. Quitter la réunion. Oui, mais si on quitte après, est-ce qu'on pourra revenir? Et voilà, c'est ça. il n'y a pas de raison. C'est la grande C'est pour voir si on suivait la réunion. Et on sait quand même. Ah, c'est ça, d'accord. Un test d'attention. Oui, c'est ça. Mais lui, il a disparu. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je m'en vais, j'essaie de revenir. Bon voyage. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Mais non, je ne veux pas annuler, je veux vraiment partir. Quitter. Appuyez sur quitter si vous voulez partir. Voilà. Maintenant, essayez de revenir. Voilà. Moi, je suis de retour. Ah, tu as fait? Ah bah, je suis de retour, oui. J'ai éteint, je suis revenu. Bon, je vais essayer alors. Mais comment on fait pour démarrer? Oui, mais d'accord. Bon, Même là, tu vas à droite en bas à Live. Ah, Denis Marchand, j'ai vu. Denis, voilà Denis. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Alors voilà. Ça y est, c'est reparti.
un incident technique et tout Ça d'un s'est coup, bloqué à l'osmose. j'ai dû me déconnecter, me reconnecter. Oui, Alors, je nous ne sais aussi. pas. Oui, nous aussi. Ah bon? On a rejoint. Ah ben Denis est revenu. Voilà, alors, je ne sais pas à quel moment Et on était à l'osmose. j'ai été coupé. C'est ça. Bravo. Oui, l'osmose. Vous nous expliquez que l'osmose provoque une D'accord. Alors, effectivement, est je vais expliquer ce que Voilà, Claude là est là aussi. c'est que. Ça y est, je suis revenu. Naïd aussi. Ah ben, Je crois que tout le monde est revenu là, non? ben oui, c'est ça. Ouais, ouais. À peu près, oui. Ah. Oui, alors l'osmose. Donc, je disais qu'avec une membrane très fine, on isole de l'eau de l'eau douce qui vient d'un estuaire, de l'eau de mer qui vient de la mer, et avec le phénomène d'osmose, l'eau douce migre vers l'eau salée et on augmente la pression. Et c'est cette pression que l'on utilise pour faire entraîner une turbine et un alternateur et donc de faire de l'électricité. Alors bon, je ne connais pas les résultats de ces pilotes, mais bon, je sais qu'il y a des industriels en Norvège et aux Pays-Bas qui y croient, sans doute avec raison. Voilà. Donc j'en ai terminé. Merci. Voilà. Alors effectivement, je me demandais si il y avait des questions. J'ai des questions absolument stupides, hein, et je vous prie de m'excuser de les porter le premier. Mais est-ce qu'on a une bonne cartographie sous-marine et est-ce qu'elle englobe la totalité de la surface océanique ou est-ce qu'elle est limitée aux plateaux continentaux? Parce que tu as évoqué tout à l'heure la prospection par sonar sur les plateaux continentaux, notamment de l'existence de bassins sédimentaires qui étaient orientés essentiellement vers la pétrolière, je pense. Mais je crois savoir qu'il y a aussi d'autres ressources sous-marines. Oui, absolument, oui. Non. Tu as évoqué les nodules métalliques, les nodules polymétalliques, les nodules sulfureux et les hydrates. Les hydrates, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce qu'il y a aussi des sources chaudes dans les grandes profondeurs. Oui, absolument. Oui. Il y a même des sources d'eau douce aussi. Mais est-ce qu'elles sont exploitables? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plancher au-dessous duquel, pour l'instant, on ne peut pas descendre? Disons non, en ce qui concerne les reconnaissances sous-marines par des drones, on peut aller très profond. Moi, je sais qu'on a fait une intervention avec la boîte où j'étais pour vider le pétrole de, je ne sais plus si c'était l'Erika ou l'autre, c'était à 3500 mètres. Donc, théoriquement, on peut aller encore plus bas. La pression, évidemment, augmente. Chaque fois que vous descendez de 10 mètres, il y a un bar de plus. Donc, il faut pouvoir... Mais je ne connais pas, moi, d'exploitation industrielle qui aille au-delà de ces profondeurs de 2000 ou 3000 mètres. Hein. D'accord. Énorme. Mais ça peut venir. Oui. Tous les problèmes d'ancrage que tu signalais deviennent impossibles à réaliser. Il faut réaliser des infrastructures qui restent au fond, en quelque sorte. Oui, c'est ça, oui. Alors, il y a un autre problème aussi. Tu parlais de la production d'électricité offshore, mais il faut quand même transporter cette électricité et la conserver. Tout à fait, oui. On ne peut pas stocker l'électricité, à ma connaissance. Ben non, c'est ça. C'est pour ça les gens pensent à l'associer avec la production d'hydrogène par hydrolyse. Ah oui, l'hydrogène par Ce qu'on hydrolyse. appelle l'hydrogène vert, c'est-à-dire qu'il est généré par une source renouvelable. Donc, si on dédie complètement la production d'électricité d'une éolienne, par exemple, à faire et à stocker de l'hydrogène, effectivement, on échappe au problème de l'intermittence de la production électrique soit des éoliennes, soit des capteurs, enfin, de l'énergie solaire. L'énergie solaire, oui, d'accord.
J'avais aussi une autre question. Bon, évidemment, tu as travaillé dans l'exploitation pétrolière, ce qui est légitime, et tu es ferré à glace, si j'ose dire, sur Légitime. ce domaine. Mais est-ce qu'on peut concevoir qu'il y ait dans les plateaux continentaux d'autres ressources que du pétrole? Je pense notamment à des ressources métalliques. Est-ce que tu penses qu'il y a des manières, des possibilités de les exploiter? J'avoue que je ne connais rien. Mais tu as tout à fait raison. Je ne dis pas que c'est un vieux sujet, mais les nodules polymétalliques, ça fait peut-être plus de 50 ans qu'on sait où ils sont et qu'on sait de quoi ils sont faits. Oui. Par contre, tant que c'est à produire, c'est évidemment plus cher que quand tu as ça au sous-sol dans ton jardin. Alors effectivement, Oh, ça, pour c'est le la pire. moment, la pression sur les prix des métaux n'est pas suffisante pour que l'exploitation des nodules soit rentable. Mais par Ça exemple, viendra. les métaux rares, est-ce qu'il peut y avoir des métaux rares? Tu sais, les métaux, Oui, quoi. je pense que dans ces modules, il peut y avoir des métaux rares qui Parce que peuvent eux, être utiles pour nos téléphones. ils sont à la fois très chers et stratégiquement vitaux. Pour le moment, disons que c'est pas économiquement, ça n'a pas été prouvé que c'était utilisable. Alors, j'ai une dernière question, pour que je me tais, hein. Excusez-moi, les amis. C'est sur le stockage du CO2. Oui. Tu as évoqué là, le stockage du CO2 dans les fonds marins. Mais est-ce que ce stockage est stable? Oui, alors donc c'est effectivement dans le sous-sol marin, parce Oui. que dans les sols marins au fond de la mer, les gens, on ne sait pas trop comment ça se passe, où ça diffuse, etc. Oui. Et par contre, dans le sous-sol, on a quand même quelques idées parce que si on utilise par exemple un champ de pétrole qui est déplété, en fait, ce pétrole, il est resté piégé pendant des millions ou des centaines de millions d'années. Oui. Donc, ça veut dire que l'endroit où on le met est plus ou moins étanche. Tout à fait. Et donc, mais effectivement, il faut vérifier par des pluies tout autour que ce CO2 ne va pas migrer à droite et à gauche, et en particulier rejoindre des aquifères qui nous servent comme alimentation d'eau. D'accord. Mais tu évoquais les particularités chimiques du CO2 que j'ignorais. Est-ce que dans la manière dont on le met dans les couches sous-marines, enfin sous-marines, oui, Ouais. du sous-sol sous-marin, est-ce qu'il reste dans le même état physique ou est-ce qu'il peut évoluer dans son état physique? Tu as évoqué la sublimation et tu as évoqué Écoute, chimique. en fait, pour des raisons de coût, on va d'abord essayer de le mettre dans des aquifères ou dans des réservoirs qui sont près de la surface, parce que plus c'est profond, plus c'est cher, bien sûr. Et alors là, quand c'est dans des conditions donc pas très loin de la surface, enfin pas très loin du fond de la mer, c'est vrai que la pression est moins importante que la pression d'injection en tête de la plateforme, et donc il risque de se retrouver sous forme liquide. D'accord. Et là, il est relativement stable ou Oui, il est stable, là, oui. D'accord. Bon. Mais écoute, je te remercie. Mais c'est pas bien grave comme histoire de... Et je présente mes excuses à tous les amis. Non, non. J'ai une question aussi. J'ai vaguement travaillé un petit peu la chose il y a très très longtemps. Et les structures qui étaient les structures lourdes en appui sur des sols plus ou moins fermes produisaient ce qu'on appelait la liquéfaction des sols qui étaient en dessous. La dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était une plateforme dans le Mexique qui s'était baladée comme ça parce que justement comment dire, le sol c'était ce qu'on appelle liquéfié, c'est-à-dire devenu avec les propriétés d'un liquide. Donc, oui, non, mais c'est tout à fait raison. C'est un sujet dont on parle au moment du design des plateformes. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on rajoute des bêches sous le radier de la plateforme, et ces bêches s'enfoncent dans le sol sur 5-6 mètres, et ça rend prisonnier le sol entre ces bêches,
Et donc, par exemple, le sable ne va pas s'en aller par affouillement. Et donc, comme ça, on a plus confiance dans le sol. Alors, il y a un autre phénomène qui est apparu en mer du Nord, c'est l'affaissement du sol au fur et à mesure de l'exploitation du pétrole. Donc, ça arrive quelquefois. Et donc, il a fallu, en mer du Nord, par exemple, rajouter des murs à l'extérieur des plateformes de façon à ce que les vagues ne frappent pas directement l'ouvrage, ou alors même de rehausser, rajouter à chaque plateforme métallique des tubes intermédiaires de façon à rehausser l'ensemble des plateformes avec des vérins. J'ai une petite question. Est-ce que ça va? Oui, je vous entends. Est-ce que vous pourriez nous repréciser, enfin, ça m'intéresserait en tout cas, quelles étaient vos fonctions et dans cet univers professionnel étourdissant, parce qu'on a vu ce paysage maritime et ces monuments flottants impressionnants. Et d'autre part, est-ce que votre activité professionnelle vous a amené comment dire, à vivre plus souvent à la surface des océans que sur Terre, ou non? Non, non, effectivement. Au début, effectivement, en début de carrière, on est un peu envoyé sur place, si je puis dire, pour la réception des projets ou aussi comme opérateur pétrolier. Bon, après, c'est vrai que moi, j'étais plutôt dans les bureaux, mais j'ai beaucoup voyagé parce que Oui, c'est les ça. ouvrages, quand on les construit, on a toujours un pays hôte et il faut toujours avoir des accords de partenariat avec des sociétés locales et où les yards de construction sont souvent aussi dans ces pays. Donc, ça m'a amené à beaucoup voyager. Moi, j'étais plutôt dans les fonctions techniques. Et donc, j'ai été dans des ingénieries spécialisées. J'ai été chez les donneurs d'ordre, comme Total, et j'ai été chez les entrepreneurs, comme Saipem, et j'ai été aussi consultant pendant une dizaine d'années. J'ai été consultant sur des niches. Donc l'un, c'était le gaz naturel liquéfié en mer, qui a débouché, et puis l'autre, c'était sur la séquestration du carbone, qui n'a pas encore vraiment débouché. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre attente. Encore une question là. Oui. Il me semble que tu as parlé à propos de l'Angleterre qu'elle souhaitait supprimer tout ce qui était d'origine, comment dire, non, tu n'as pas parlé du nucléaire, non, mais il me semble qu'elle voulait supprimer toute électricité d'origine nucléaire. Est-ce que l'éolien va être suffisant pour assurer la fonction? Bon, sûrement pas, non, c'est totalement impossible. On est totalement impossible de se passer du nucléaire en France. D'abord, en Angleterre. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à s'en dégager. Et puis, deuxièmement, le nucléaire est une énergie donc, qui ne fait pas de gaz carbonique et puis qui était extrêmement, dirais-je, intensive. Donc, l'inconvénient des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes et qu'elles sont très peu intensives. Il faut des surfaces considérables pour les développer à une échelle importante. Et les éoliennes pourront se développer en mer parce que la terre, on va avoir beaucoup de problèmes à équiper toutes nos vallées de ces éoliennes. Non, non. Enfin, alors, je sais qu'en France, il y a effectivement le ministre de l'énergie a lu un rapport de l'ADEME comme quoi
à la fin du siècle, il n'y aurait que l'énergie renouvelable, mais c'est une utopie dangereuse. Et d'ailleurs, j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais de mon point de vue, on aura encore une activité pétrolière d'ici la fin du siècle, parce que ce qui se passe, c'est que les gisements de pétrole ou de gaz, si on ne fait rien, ils s'épuisent de 5% par an. Or, la demande de pétrole, même après le pic pétrolier qu'on situe vers 2030, la baisse sera d'1% par an, c'est-à-dire qu'il faudra absolument développer de nouvelles réserves. Et puis vous avez le phénomène aussi d'expansion du gaz, c'est-à-dire que la demande en énergie est tellement considérable que son accroissement est bien supérieur à celui de la démographie. C'est-à-dire que tous les pays du monde veulent avoir de l'électricité et puis ils veulent avoir des voitures. Et donc ça crée Alors on a beau avoir un développement exponentiel des énergies renouvelables, malheureusement, on n'arrive pas à empêcher la croissance de la demande en énergie. Catherine avait une question, je peux la poser à sa place. Elle voulait savoir si tu connais les raisons pour lesquelles l'expérimentation de l'hydrolienne dans la Garonne a été abandonnée. Oui. Non, je ne connais pas la raison. Je pense que c'est les industriels qui ont prêté leur... Parce qu'on a eu quelqu'un qui est venu. On a eu au A32 quelqu'un qui est venu nous en parler il y a je ne sais plus combien de temps. Ah bon, d'accord. Oui. Mais c'est pas M. Latasse ou un truc comme ça, non? Un jeune homme. Je pense que c'est une expérimentation et qu'elle est terminée. Alors, est-ce que c'est lié à un problème de vase, d'envasement des... Est-ce que c'est une difficulté liée à l'inversion du courant? Est-ce que c'est... Je ne connais pas s'il y a une raison technique. En tout cas, je vois que en France, vous aviez le groupe de la DCN, c'est la Direction de construction navale, qui avait fait une diversification navale pour tous ces systèmes. Et elle a rendu son tablier l'année dernière et elle a arrêté cette diversification. Et là-dedans, il y avait effectivement les hydroliennes. Alors, est-ce que ça cache le fait que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes? Je l'ignore. Dans le même ordre d'idée, bon, l'usine marémotrice de la Rance, le gros problème, c'est l'envasement de l'estuaire de la Rance, mais je ne sais pas si du point de vue de la rentabilité électrique, c'est aussi rentable qu'un barrage traditionnel dans une vallée ou sur un... Oui, je pense qu'effectivement, globalement, ça a été assez décevant dans le sens que il n'y en a pas eu d'autres de construites. Je sais qu'il y avait un projet faramineux au Mont-Saint-Michel qu'il fallait barrer toute la baie. Mais bon, ça ne s'est pas fait. On se demande pourquoi. Or, on a en France la chance, si je puis dire, d'avoir les amplitudes de marée parmi les plus importantes du monde. Ah bon? On n'en a jamais fait sur l'estuaire de la Gironde. L'usine marémotrice. On pourrait. Ça marcherait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je te remercie infiniment de la part de... J'imagine que je me fais l'interprète de tout le monde. Je te remercie infiniment. Oui, tout à fait. Ouvert si grand des fenêtres sur un monde que la plupart d'entre nous ignoraient totalement. D'autant que
c'est vrai que la mise en œuvre de toutes ces actions, de toutes ces techniques, etc., a certainement nécessité l'exploration d'éléments qui étaient très très mal connus sans doute. Je pense au courant marin, qui était bien sûr connu des navigateurs, mais ce n'est pas du tout la même chose, je pense, que d'arrimer une plateforme de forage au fond de la mer. Tu l'as indiqué tout à l'heure avec le problème des vagues, etc. C'est vrai que ça a obligé à faire des recherches, des innovations. Tu l'as souligné d'ailleurs au début. Ça, c'était très important. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui échappe totalement au commun des mortels. Mais oui, non, c'est étonnant. On est très savant sur la conquête spatiale qui n'a pas, disons, eu de conséquences industrielles. Et par contre, ce domaine où les Français ont été excellents, alors effectivement, en France, on ne produit pas d'énergie fossile. On ne produit ni charbon, ni gaz, ni pétrole. On en produit un peu, mais on importe. Alors bon, par contre, on est un très grand fabricant de consommateurs de pétrole. Une industrie automobile, c'est quand même 60% des rejets de CO2, c'est quand même l'automobile. Alors là, donc il ne faut pas trop dire qu'il faut limiter l'automobile parce qu'on est constructeur automobile. On construit des avions et des bateaux aussi. Tout ça, c'est… pourtant, c'est, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, c'était… c'est au niveau de la consommation qu'il faut agir, pas au niveau de la production. La production, elle ne suit que la consommation. Donc, le fait qu'on ait interdit l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures en France, d'abord, on n'en a jamais fait, et puis deuxièmement, ça ne sert à rien. C'est vraiment totalement symbolique. Je n'entends rien. Voilà, je vois que Christine, tu t'es connectée. Oui, bonjour. Désolée d'arriver si tard. Alors, je suis un peu embêté, c'est parce que tu as manqué beaucoup de questions. Exactement. Surtout mais c'est surtout ton intervention complète que j'ai loupée. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir la voir en podcast. Ça a été enregistré. Sinon, je peux l'envoyer aussi à ceux qui sont intéressés. Je peux envoyer les transparents. Bah, tu me l'envoies et je le mettrai sur le site. D'accord. Et par contre, je suis inquiète. Ça a été enregistré? Oui. Oui, c'est enregistré. Bon, tout va bien. Bien. Est-ce que tu arrives à passer tes images? Alors non, j'ai eu un problème technique curieux. Je ne sais pas, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui a chauffé ou s'il y a eu un inexpliqué. Bon, mais ça t'a beaucoup manqué? Oui, ça m'a un peu paniqué parce que je ne savais pas trop comment rétablir la situation. Je suis vraiment désolée. Hein. Ah non, non, mais je pense que c'était un problème technique lié à soit à mon ordinateur, soit à la plateforme Zoom. Disons que ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Il était le seul à avoir été perdu. C'est comme les frères du petit Poucet étaient restés ensemble. Il n'y avait que Denis qui était parti. Ouais. Est-ce que tout le monde a posé des questions? Tout va bien? Vous avez toutes les réponses? Pierre, tu nous entends? Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Oui, j'entends moi ma question. Et oui, effectivement, on construit des bateaux et les bateaux naviguent. Et il y a beaucoup de CO2, non? Oui, mais on essaye de se passer de combustible. Non, mais les bateaux dans leur ensemble, on a une circulation maritime qui est énorme. Ah oui, tout à fait. Je crois que 97% du transport international est fait par bateau. Donc, c'est très important, effectivement. Et donc, en 2050, ils doivent
enfin, l'Institut. Non, mais si on relocalise, on arrange certaines choses, quoi. C'est vrai que La effectivement, production. c'est lié à. Voilà. Mais je crois que la spécialisation des États dans différents domaines industriels, ça ne sera pas facile à arrêter. Hein. Oui, oui, bien sûr. Comme tu as parlé d'utopie tout à l'heure, on est un peu dans l'utopie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à bien mesurer, mais on n'est pas les seuls. Les pays d'Afrique vont vouloir des voitures neuves. Les Africains vont vouloir des voitures neuves. Et ça, on ne peut pas y échapper. Hein. Disons qu'en France, on représente moins d'1% de la population mondiale. Et en plus de ça, on a un système énergétique très original puisqu'on a beaucoup d'énergie nucléaire. On compte beaucoup sur le diesel pour la propulsion des véhicules. Et puis, on a importateur de la totalité des énergies fossiles qu'on utilise. Et puis, effectivement, on est un producteur de consommateurs de pétrole. Et alors donc, effectivement, je me demande si parfois les gens ont conscience que dans le reste du monde, les choses sont totalement différentes. Voilà. Alors, quand tu dis qu'on est un grand consommateur de diesel, on est en train de l'abandonner, le diesel. Oui, mais on a mis du temps. Hein. On a mis 15 ans. 15 ans, on a mis au moins pour l'abandonner. C'est rapide pour vous. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Oui. La vitesse où on va. On envoie les voitures en Lituanie, des voitures diesel. Elles sont recyclées en Lituanie. Hein. Alors moi, je roule en hybride depuis 15 ans et je suis extrêmement étonné que des groupes comme Peugeot ou Renault ont toujours dit que c'était idiot les voitures hybrides. Or, ça va être 30% du marché, si vous voulez. Donc, tout à fait. Pourquoi ils se sont, disons, entêtés à améliorer le diesel et tout ça? Alors maintenant, tous les brevets sont pris par les Japonais. Alors, c'est vrai qu'ils arrivent après la bataille, comme pour les vaccins. Ça. C'est une lutte commune. Au Canada, ils ramassent l'huile des friteuses des restaurants et ils en font du carburant. Et je connais plusieurs personnes au Canada qui roulent avec ce nouveau carburant. Et oui, mais nous, on est gênés, nos restaurants sont fermés. On ne peut pas le faire. Mais dans les déchetteries, on récupère les huiles. On récupère les huiles dans les déchetteries en France. Alors, je ne sais pas ce qu'on en fait, mais on les récupère toujours. Et enfin bon, il y a plein de choses qui se passent. En ce moment, ils sont en train de faire du cuir avec les peaux de poisson. Alors, il y a longtemps. Jean-Pierre. Il y a longtemps qu'on fait. Ça s'appelle du galucha. Oui. Le galucha est connu depuis des siècles. Hein. Ah, d'accord. J'ai vu une nouvelle, enfin, tout un reportage sur. Il n'y a pas très longtemps, un reportage, effectivement. Oui. Mais le galucha est. Il y a des pays, par exemple, je sais bien parce que j'ai une. En Corée, par exemple, ils font de la maroquinerie avec de la peau d'anguille. C'est génial. C'est joli. C'est joli. Il faut que ça soit joli. Elle est robuste, la peau d'anguille. J'ai une serviette à la maison, une serviette enfin, un porte-document. Oui, un porte-document, oui. En galucha d'anguille. Et il y a je ne sais pas à quelle époque, comment ça s'appelle, on couvrait des meubles avec du galucha, quelquefois on utilisait la peau de requin, etc. C'est vieux. Je ne savais pas du tout. Les bureaux, par exemple? Pardon? Les bureaux, par exemple, qui ont une partie en cuir? Oui. Non, là, je pense que c'est du cuir ordinaire. Parce que le galucha, c'est plus précieux. Hein. Ah, d'accord. C'est fragile. Regardez, faites des recherches sur le mobilier Art Nouveau, etc. Il y a des parties de mobilier qui sont recouvertes de galucha et on continue à fabriquer des objets. Je ne savais pas que ça existait depuis si longtemps, mais en tout cas, c'est très beau. Hein. Oui, mais ça dépend du poisson qui est utilisé. Oui. Un peu comme dans la maroquinerie faite à base de reptiles.
il est certain que certains reptiles ont une peau qui se prête plus jolie que d'autres, oui. D'autres au tannage et à l'utilisation. Bon, ça nous met très loin de l'énergie. Oui, très très loin. Ah, mais oui, mais c'est instructif. J'ai un fils qui parle beaucoup aussi du moteur à hydrogène. Parce que ce que tu disais à propos de la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau lorsqu'on a des surcroîts d'énergie inutilisés, ça pourrait permettre effectivement de créer de l'énergie en stockant de l'hydrogène liquéfié. Oui, tout à fait, oui, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'hydrogène, hein. Il y a des associations. Alors, les leaders, c'est effectivement Air Liquide qui est français. Mais les autres producteurs de gaz s'y intéressent beaucoup. Et puis, il y a des constructeurs automobiles comme Toyota qui sont extrêmement moteurs dans ce domaine, hein. Alors, il y a des trains qui roulent à l'hydrogène déjà. Et les Français fabriquent des trains à hydrogène. Et ils en vendent, je ne sais plus, l'autre jour, j'ai vu qu'ils en avaient vendu encore à un autre pays. Mais là, est-ce que le problème, ce n'est pas un problème de sécurité? Il faut sécuriser Alors, oui. le réservoir d'hydrogène. L'hydrogène la difficulté, c'est que c'est très léger. Oui. Et donc, ça prend beaucoup de place pour le stockage, même sous forme cryogénique. Alors là, la cryogénie, c'est moins de 150 degrés, donc c'est vraiment encore plus froid que le méthane. Et en plus de ça, comme c'est sous forme gazeuse, c'est très, très léger, la porosité des métaux est un problème, et en particulier les machines tournantes qui brassent l'hydrogène, elles fuient. Donc il faut, disons que c'est pas aussi facile à manipuler que le méthane. Enfin bon, les Français dans Ariane, le carburant, c'est de l'hydrogène liquide. Donc, on a des pompes qui marchent dans ces conditions difficiles. On a une certaine expérience là-dedans. Merci Françoise. Merci Françoise. L'inventeur de Galusha, c'est 1700. Monsieur Galusha. Moi, je croyais que c'était tout nouveau. C'était un monsieur. J'en avais jamais entendu parler si je n'avais pas regardé sur Internet. Ouais. Merci de nous l'avoir présenté. Didier, tu as une question? Pour l'instant, non. Je dirais quand même que l'hydrogène, pour moi, c'est vraiment l'avenir aussi. Et que quand on pourra faire des centrales à fusion, là, je crois qu'on aura résolu pas mal de problèmes. Les centrales à fusion? Ah oui. La fusion de l'eau, quoi. C'est pareil. Voilà. Oui, moi je pense que les centrales nucléaires à fusion, comme il y a à Cadarache déjà. Hein. Mais c'est un projet qui avance très, très, très lentement, mais il avance un peu quand même. Le jour où on aura résolu ça, je crois qu'on aura fait un grand pas en avant. Oui, je pense aussi, oui. Je pense que c'est l'avenir. Oui. Parce que, très franchement, on va avoir du mal quand même avec les énergies renouvelables. On a vécu avec les énergies renouvelables jusqu'au 19e siècle. Hein. Les gens, il y avait la force animale, il y avait les esclaves, et puis il y avait les moulins à vent, les moulins à eau. L'hydraulique, quand même, depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, il y a les moulins à eau. Oui, c'est vrai, oui. Les moulins à vent avec... En fait, il y avait aussi la biomasse, on se chauffait au bois. Alors, il y avait le problème de la déforestation qu'on n'a plus en France, en tout cas. Oui, là, c'était déjà, la déforestation, c'était déjà lié à la métallurgie et à la verrerie. Bois, oui. La verrerie aussi. D'ancien, la verrerie. Et la construction navale éventuellement, mais je crois que c'est surtout la... Enfin, je sais que par exemple, dans le Midi languedocien, ce qui a entraîné la disparition des forêts, c'était les gentilshommes verriers qui avaient des exploitations, enfin, qui avaient des fours à chauffer et qui, pour chauffer leurs fours à verre, ont complètement dévasté les petites forêts, les minuscules forêts qu'il y avait dans la zone méditerranéenne. Et je me souviens avoir visité dans la région, dans l'Indre, je crois que c'était,
une propriété qui avait été achetée par un... c'est le château d'Azelferron, qui a un énorme domaine forestier. Mais au XVIIIe siècle, les gens qui l'avaient acheté étaient en fait des industriels de Vierzon qui avaient besoin de bois pour chauffer leurs hauts fourneaux. Et ça, maintenant, ça n'existe plus. Enfin, Dans les Landes, il y avait beaucoup de petites forges qui marchaient donc, avec le bois des pins. Mais c'est pas très vieux, le bois des pins. Le bois des pins, c'est pas très vieux. C'est pas très vieux, c'est le 19e. Oui, puis ils utilisaient aussi ce qu'il y a dans le sol, là, le mélange d'alios et de... Oui, mais ça, c'est le gisement, c'est le minerai, ça. Oui, Minerai, oui, c'est ça. la tourbe, ils utilisaient la tourbe, je sais pas. Oui, c'est ça, la tourbe. Oui. La tourbe. La tourbe. Je sais que ça porte un nom, mais je ne me souviens plus du nom. Non, mais il y a aussi dans les Landes des gisements de... Comment ça s'appelle déjà ce... Oh, c'est pas la... Apparentis. Non, pas des gisements de pétrole, des gisements de quelque chose qui... De lignite, je cherchais le nom. Oui, c'est ça. Il y en a. Un patelin qui s'appelle Ostens. Oui, c'est au sud de la Gironde, là. Géologiquement, c'est les Landes, ça. Et oui, tout à fait. Il y avait des gisements de lignite, là. Et je pense qu'avec la lignite, ou le lignite, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, ils arrivaient à chauffer des fours pour la fusion de l'alios et faire du fer. Faire du fer ou de la fonte, j'en sais rien. Bon. Bien. Est-ce que vous avez remercié Denis? Oui, nous l'avons. Oui. On est élevé, on a... Et encore, on peut le faire. De remerciements. On peut recommencer. Oui. Comme ça, j'aurai le droit de le faire aussi. Merci, Denis. Moi, je te dis merci à l'avance parce que je vais te regarder. Est-ce qu'il y a une séance la semaine prochaine? Oui, absolument. Ah bon? Et ça sera sur l'espace et Bible. Et c'est Philippe Billon qui le présentera. C'est jeudi prochain? Jeudi prochain, oui. Ah bon? Jeudi prochain? Non, mais les vacances ont été supprimées cette année. Non, je crois que jeudi... Attends, je vérifie. Hein. Ah bon? Je pensais que c'était à la fin du mois. Ah oui. J'ai pas de calendrier. Mais non, c'est bien le 23, le 25. Le 25 février, pardon. Jeudi prochain et le suivant, c'est congé. Bon, ça n'a pas été supprimé. Ouf. Bon, je vous ai envoyé un mail de toute façon avec toutes les dates. Oui. Oui. Donc, tu as dû le recevoir, Claude. Oui. Voilà. Donc, tu as toutes les dates. Pendant que je suis avec Christine, là, tu m'entends? Oui, Didier. Eh bien, Roland Fabre a accepté de prendre le jour où devait parler Philippe. D'accord. OK. Voilà. Parfait. Avec un titre qui nous parviendra sous peu. Qui ça, Denis? Roland Fabre. C'est quelqu'un qui est directeur au foyer fraternel. Bon, tu nous envoies un mail avec l'heure qu'il préfère et son titre. Et oui, je n'ai pas encore. OK. Tu peux une copie, s'il te plaît. D'accord. Merci. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et puis, alors, de bonnes vacances alors. Et puis, à très bientôt.